Bonjour très chers internautes de Esaü TV, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Nansouba Week. Ensemble, ce matin, nous allons parcourir les différentes rubriques de cette émission riche et variée. Dans la rubrique Beidi, aujourd'hui, nous partons à la découverte de Maman Isiaka, un homme inspirant qui nous prouve qu'être handicapé n'est pas une fatalité. Il transforme des pneus recyclés en des objets utiles pour la société. La grogne matinale, animée comme toujours par Adam Bachiro, il revient aujourd'hui sur la situation préoccupante de la voie Parakou-Kika-Kabor. Et puis, dans la rubrique Yebou gère l'honneur, le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Adiza Aruna, conseiller municipal à Parakou et membre actif du bloc républicain engagé pour la cause de l'éducation des filles. Elle viendra nous parler de la tournée d'excellence qu'elle a menée il y a de cela 2 mois. Viendra ensuite le zapping, puis nous poursuivrons avec le panel de discussion consacré aujourd'hui à la politique. Le sujet aujourd'hui a fait Sodinou un échec pour les démocrates ou un système de parrainage jugé trop exigeant. Le décor est ainsi planté. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. On revient dans Nansouba Week. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. De nouveau, bonjour chers amis internautes, nous sommes dans Nansouba Week et on va commencer notre émission bien évidemment par la première rubrique Beidi. Maman Isiaka, il s'appelle, il est notre coup de cœur aujourd'hui. Il va au-delà de son handicap et il prouve qu'être handicapé n'est pas une fin en soi. Il transforme des pneus recyclés en des objets utiles pour la société. Sylvie Dedéou et Moudine Lawani sont allés à sa découverte. C'est dans Beidi. Bonjour Marcel, internaute de Esaü Télévision. Bonjour à vous également. On ne finit jamais d'apprendre, dit-on, chaque jour une nouvelle découverte. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'un monsieur un peu spécial. Il est actuellement en exposition à la foire régionale de l'artisanat à la place Tabera. Il s'appelle Maman Isiaka et il redonne vie aux pneus gâtés. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il transforme ces pneus gâtés en chaussures, en objets d'art et également en pose-pied. Allons à sa découverte ensemble. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Et je m'appelle Maman Isiaka et j'ai quitté la commune de la Takura, précisément la commune de Tangueta, pour l'exposition du foie. C'est ça qui m'a amené ici.
20 ans déjà que Mama Isiaka exerce dans ce domaine, un travail qui n'est pas sans risque. Oui, également, les difficultés qu'on peut rencontrer. D'abord, j'ai un problème de matériel. Après, je vais vous présenter les matériels que je travaille avec. Vous allez constater que c'est un travail à risque. Mais quand on est habitué et puis on se contrôle, pour se blesser, c'est un peu moins. Et ça a besoin de souffle. Bon, quelqu'un qui n'est pas habitué au travail, si vous voyez je travaille, vous allez dire que je perds plus d'énergie. Mais au fait, c'est une question d'habitude. Sinon, peut-être avec le temps, avec l'amélioration, j'aurais besoin peut-être des appareils qui peuvent faciliter certaines choses. Maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans ce domaine? Parce qu'il y a plusieurs domaines d'apprentissage. Mais vous avez choisi spécifiquement ce domaine, pourquoi? Effectivement, ce qui m'a plu de choisir ce travail-là, et depuis que j'étais élève, quand les chaussures se cassent dans le quartier, j'essaie de coudre ça pour les amis et pour moi-même. Voilà, je suis une personne handicapée et j'ai les cannes au fait. Et ces cannes-là, un jour j'allais à l'entrée de l'école, arrivé à l'école, je vais rentrer dans la classe et c'est glissé. Les cannes-là ont glissé et je suis tombé. Donc comme quoi, il fallait des caoutchoucs sur les bouts pour que les cannes-là ne glissent plus. Donc j'ai demandé à un vulgarisateur où est-ce qu'il peut gagner quelqu'un qui fabrique quelque chose qu'on peut mettre et lui m'a orienté auprès d'un cordonnier. J'étais assis, quand il a fait le travail devant moi, il a placé les trucs et je suis parti. Donc à partir de ce moment, je ne glisse plus, je ne tombe plus. Après avoir laissé l'école, je me suis demandé, bon, qu'est-ce que je vais apprendre? Et l'idée m'est arrivée, il fallait quand même que je m'adapte à là. Ce travail m'aide beaucoup à ne plus faire la mendicité. Parce que j'ai des collègues à qui j'ai formé avec ce travail-là. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils se sont installés. Et je leur dis toujours que seul le travail qui paye. Quand vous êtes dans un travail, c'est mieux quand vous demandez, les gens savent que même s'ils vous donnent, vous n'allez pas bouffer leur argent. Ils savent que peut-être c'est quelque chose qui vous manque dans votre domaine. Ils vont investir. Mais rester sans rien faire, bon, je ne vois pas où c'est bon. L'usage des pneus usés semble être une tâche facile ou un jeu d'enfant, mais c'est un travail qui nécessite une bonne créativité, assez de concentration et d'énergie. Ceci par exemple là, c'est la première matière du chaussure qu'on fabrique avec. Donc comment ça se fait? Et ça se fait quelque chose comme ça. Bon, on a des mesures, je n'ai pas pu amener ça. Vous voyez, ça se pose là. Et on essaie de tracer avec le bic. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, c'est ça. Donc ça se fait comme ça. Et après, on a le couteau. Mais le couteau, d'abord, on met de l'eau d'abord. Hein. Parce que le pneu, quand vous voulez le couper, quand le couteau ne rentre pas dans l'eau, ça ne marche pas. C'est le couteau qui rentre dans l'eau et ça lui permet de glisser. Sinon, ça ne glisse pas. Donc, on a l'eau à côté, on fait comme cela. Oui. Voilà, ça, je l'ai coupé ça. Maintenant, vous voyez comme ça. Et on suit le bic. On a le trait du bic. Oui, c'est la forme ça. Ça sort comme cela. Et là, ici, c'est les trous qu'on fait d'abord. Là où la corde va passer. Voilà la corde. Voilà la partie également qu'on va monter également. Là, on met une attaque, on met un peu de pointe. Voilà, c'est monté. Outre les chaussures économiques, il fabrique également les pièces détachées pour les engins à 2, 3 roues et les gros porteurs et bien d'autres matières utiles. Les chaussures que vous voyez en face de moi, ça se fait avec le pneu de titan. Il y a quelque part on enlève certaines choses qui s'appellent semelles, c'est ça qui fabrique les chaussures. Et également je fabrique les pièces des voitures, c'est-à-dire les cylindres blocs. Tout ce qui est moto, concernant qui demande les caoutchoucs, ça se fait
Il y a aussi les caoutchoucs de tracteur que je fais dedans. Et je fabrique les caoutchoucs du moyeu. Il y a aussi les caoutchoucs de canne que je fais. Les béquilles à mâcher là, ça se glisse dans les terrasses et dans les carreaux également. Je fais prendre tout ce qui est quand même caoutchouc là, je fabrique ça. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter quand vous étiez en apprentissage ou bien quand vous avez commencé par travailler, quelque chose qui vous a marqué positivement ou négativement? Et je n'ai jamais ressenti dans le travail que quelqu'un m'a marqué. Au fait, même les gens s'intéressent, même quand ils me voient travailler, ils s'intéressent beaucoup. Parce que les gens amènent des motos par exemple. Et sur cette moto, parfois il faut se mettre debout ou il faut se mettre assis. Donc je fais quand même à plusieurs efforts qui vont me favoriser moi pour pouvoir faire le travail. Donc je fais le travail, parfois même quand je fais le travail fini, le prix que même j'ai demandé, il y en a qui doublent ce prix-là. Mais s'ils sont contents, ils ont vu comment je me bats et je fais le travail. Il y avait un jour un monsieur aussi qui avait amené une voiture 4x4. Et sur les voitures aussi, il y a quelque part où il y a des caoutchoucs qu'on met. Et sur ces caoutchoucs-là, là où on met les caoutchoucs, on appelle ça les lames de ressort. Donc il était assis, lorsque son mécanicien a fini de remonter, comment il fallait déplacer le fer, comment il faut faire ça, je ne leur ai pas demandé ça. Donc ils étaient là assis, me regardaient, j'ai fait. Après avoir fini le travail, ils m'ont demandé pourquoi je ne leur ai pas demandé de m'aider à amener le fer où j'avais voulu avant de faire le travail. J'ai dit effectivement, ils ont raison. Ce n'est pas tout le temps qu'on peut demander de l'aide. Où j'allais demander peut-être de l'aide, c'était à moi de demander. Si j'ai vu que là où j'allais déplacer et que ça ne m'arrivait pas, ou bien j'allais peut-être plus me fatiguer, j'allais leur demander de l'aide. Voilà, le monsieur était très content et après il m'avait fait des promesses. Bon, ces promesses n'ont pas été, il n'a pas été réengagé sur sa promesse. Parce qu'il m'a dit que lui n'est pas au pays. Il est à l'extérieur et comme quoi il allait faire ma promotion, mettre les trucs dans les chaînes. Et comme ça peut-être il a fumé, comme quoi il allait amener les choses là-bas. Et comme ça avec le temps, s'il revenait, bon, je ne sais pas. Après les numéros qu'il m'a donnés, ces numéros ne marchent plus. Maintenant, est-ce que vous avez un conseil à donner à un jeune qui veut se spécialiser dans votre domaine? Vraiment, j'ai un conseil à lui donner. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas au travail. J'ai constaté ça, même s'ils s'intéressent, ils ne sont pas tellement résistants. Et vous voyez ce travail-là, aujourd'hui, le gouvernement a limité un âge donné dans les travaux. Il y a plusieurs travaux qui font... Bon, je sais que les couturiers et consorts ne dépassent pas 3 ans. Mais ça, c'est... Aujourd'hui, les modèles sont différents. On sait qu'il y a des travaux qu'on peut faire à un âge donné un peu plus. Ce que je veux leur demander de faire à beaucoup de jeunes, d'abord de vouloir ce qu'ils veulent faire là, d'abord d'avoir l'amour de ça. Ça fait un, s'ils ont l'amour de ça, quel qu'en soit, il n'y a rien qui est difficile. Hein, et il n'y a rien également qui est facile. La première des choses d'abord, c'est de vouloir. Quand on veut, on peut y arriver. Donc de se donner fort. Et celui qui veut donner le savoir à eux, d'abord la première des choses, c'est de le respecter. Quand vous êtes avec quelqu'un qui veut vous donner le savoir, c'est pour l'éternité. Donc c'est le respect. Et quand c'est comme ça, ça marche, ça doit marcher. Suivi avec moi, vous avez suivi le parcours de M. Mama Isiaka. Malgré son handicap, il a su se battre pour réaliser ses rêves. Sachez-le, l'handicap ne doit pas être une barrière pour l'aboutissement des rêves. Et sachez-le également, le paresseux aura toujours tort. A très bientôt Marcel pour un nouveau numéro de Beidi. Merci beaucoup Sylvie, merci Moudine Lawani pour ces belles images qui prouvent qu'on peut être handicapé et bien évidemment avoir un boulot qui nourrit son homme. Nous allons enchaîner cette émission. Cette fois-ci, on va faire un tour dans la grogne matinale de Adam Bachirou. Aujourd'hui, il nous parle de la situation préoccupante de la voie Parakou-Kika-Kabo. C'est dans la grogne matinale. La grogne matinale avec Adam Bachirou. Adam Bachirou, vous êtes déjà là sur ce plateau. Bonjour. Oui, bonjour et bonjour chers internautes. Alors ce matin, comment vous allez? Bon, assez bien, on remercie Dieu. Voilà, nous sommes dans une période de fraîcheur particulière. La matin qui se pointe à l'horizon, comment vous gérez ça à votre niveau?
Bon, je crois qu'on gère ça bien. Parce que chez moi, je crois que je suis d'une famille où la matin est fait partie de notre créneau, de notre famille. Donc, Voilà. on ne craint pas la matin. Voilà, aujourd'hui c'est la chronique matinale. Vous nous parlez principalement de la voie, de la situation préoccupante de la voie Parakou-Kika et Kabo. Vous avez donc le micro pour Oui, bien votre sûr, matinale. je crois que je vais aborder ce dossier ce matin parce que c'est un cri de cœur au président Patrice Talon. Voilà, allez-y. Bon, je vous remercie bien. Chers internautes, autorités et autres à l'écoute. Lancé le 11 janvier 2016 dans la localité de Kabo, où en sommes-nous de la construction de la voie Parakou-Kika-Kabo, longue d'environ 60 km, et qui devait être réalisée par l'entreprise sud-africaine Stefanuti Stock en mode partenariat public-privé, PPP, pour un montant de 46 milliards environ. Grosse question sans réponse malheureusement, pour un projet qui devait permettre le désenclavement du Barou et la libre circulation des biens et des personnes. De l'autre côté, une voie hautement commerciale, nous le signalons, avec s'il vous plaît, des ponts qui devaient être construits sur le fleuve Okpara dans la dynamique de sécuriser la traversée des populations qui étaient et continuent à être à risque par les pauvres usagers, pour les pauvres usagers de cette voie. À quand la fin du calvaire des usagers de ce tronçon Parakou-Kika-Kabo? La question mérite d'être posée et être à l'ordre du jour des conseils des ministres, quand on sait que la voie du développement passe par le développement de la voie. Mieux, on ne mange pas la voie, mais la voie fait manger. C'était pour citer le président Patrice Guillaume Talon. Permettez-nous alors, chères autorités politico-administratives à l'écoute, ce cri de cœur pour une solution à cette voie hautement, je dis bien hautement commerciale, mais complètement dégradée aujourd'hui, qui aujourd'hui oblige les pauvres populations à mettre 3 à 4 heures de temps pour parcourir à peine 60 km, alors qu'une heure de temps maximum aurait suffi si le projet de construction de cette voie avait été concrétisé après son lancement en janvier 2016 par l'ancien président Boni Yahi. À moto, ce n'est pas moins de 5 000 francs qu'on vous exige pour aller à Kabo et vous revenez à la maison les reins complètement endoloris et fatigués. Incroyable mais vrai. Après 65 ans d'indépendance, que les populations puissent souffrir de cette manière, sur cette voie hautement commerciale, nous le précisons, nous choque. De surcroît, une voie qui mène vers le grand voisin de l'Est, le Nigeria pour le citer. Sans oublier que sur cette route se trouve le fleuve Okpara, principale source de fourniture d'eau des populations à travers la Sonève, que nous saluons au passage. Un fleuve qui a d'ailleurs besoin d'un pont de franchissement dans la dynamique de sécuriser et faciliter les allées et venues des citoyens, autant béninois que d'autres nationalités. Un manquement qui est source de beaucoup d'accidents, je dis beaucoup d'accidents dramatiques et mortels, nous le soulignons. Nous vous prions, chers journalistes, à associer, à joindre à cette veille citoyenne les images de la voie Parakou-Kika-Kabo et surtout celle de la traversée des pauvres populations sur le fleuve Okpara au risque de leur vie. La vie n'a pas de prix, s'il vous plaît. Osons en parler pour des solutions urgentes. En cette période où la cité industrielle de Glodjigbe gagne des prix et reconnaissance dans le monde entier, pourquoi ne pas donner une chance au bassin de l'Okpara qui s'étend, s'il vous plaît, sur une superficie de 11 458 mètres carrés au pays. Sans oublier la ferme de l'Okpara sur environ 33 000 hectares qui peut connaître et recevoir des usines de transformation dans la dynamique de ce que vit la cité industrielle de Glodjigbe au nom de la prospérité partagée, bien sûr. Le comble, chers internautes, c'est à peine 5 000 hectares qui sont exploités par le département de l'agronomie et autres de l'université de Parakou UP. Quel gâchis, alors qu'on aspire à être une grande puissance agricole avec à la clé des usines de transformation. D'où l'importance capitale, Monsieur le Président Patrice Talon, du bitumage de cette voie inter-État qui augmentera à n'en point douter les recettes fiscales de notre pays avec l'implantation, pourquoi pas, d'un point de péage et naturellement la douane qui jouera un rôle primordial pour les recettes liées
à cette voie hautement commerciale, j'insiste là-dessus. On ne mange pas la voie, mais la voie fait manger, vous avez dit, Monsieur le Président. Mais nos pauvres populations, au lieu de manger à cette voie, meurent à cause de cette voie. Nous sommes malades à cause de cette voie. Nous vous prions, supplions, à jour J, moins 6 mois, 29 jours de la prochaine passation de service à la présidente de la République, de penser sérieusement, je dis sérieusement, à cette voie parcours Kikakabo pour sa prise en compte dans les projets de construction des voies reliant le Bénin du nord au sud et de l'est à l'ouest, sans oublier les pays voisins. Nous finissons ce matin au nom de la libre circulation des biens et des personnes, en vous priant d'avoir une oreille attentive à ce cri de cœur d'un Béninois pour que cette voie quittant le centre-ville, Baka, Kokoma, Campionné, Kika, Kabo, etc., retrouve le sourire des populations en les aidant à manger grâce à son bitumage en bonne et due forme et repousse loin l'insécurité vécue dans la zone. À bon attendeur, vive le Bénin à travers des voies qui font manger et non des voies qui tuent. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée à vous également, Adam Bachiro. Et cette fois-ci, nous continuons son transition dans Yébou. De retour sur ce plateau de Nansouba Week, cette fois-ci dans la rubrique Yébou. Engagé pour la cause de l'éducation des filles, Adiza Aruna, conseillère municipale à Parakou, est déjà dans nos locaux pour nous parler de cette tournée de l'excellence menée 2 mois en arrière. Bonjour Adiza Aruna. Bonjour monsieur le journaliste. Ce matin, comment vous allez? Je vais bien. Bonjour à tous vos auditeurs et auditrices, téléspectatrices. Voilà. Alors, vous avez mené une tournée de l'excellence il y a de cela 2 mois, peut-être plus, avant même que l'année scolaire ne commence. Dites-nous dans quel cadre était inscrite cette tournée. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Et effectivement, au cours du mois de septembre, j'ai organisé la 2e édition de la tournée de l'excellence, Jeune fille d'aujourd'hui, grande dame de demain, qui est une initiative qui promeut, comment je dirais, l'excellence scolaire au niveau surtout des jeunes filles des départements du Borgo, Alibori, Atakora, Donga, disons dans un ensemble 27 communes du Nord. Et puis voilà, ça s'est passé au mois de septembre. Ça s'est passé au mois de septembre. Dites-nous d'où vient cette idée-là à l'origine de l'initiative. À nouveau, merci. Vous savez, vous l'avez dit dans votre introduction, engagé pour l'éducation en général, mais beaucoup plus, disons, pour le leadership féminin. Et donc, pour moi, le leadership passe absolument par l'éducation. Ensuite, l'idée vient du fait que, généralement, quand on finit l'année scolaire et qu'on fait le point des meilleurs sur le plan national, malheureusement, comme je l'ai dit, en général, on retrouve beaucoup plus les garçons. Les garçons, mais mieux, on retrouve les meilleurs dans les grandes villes parce que les conditions sont beaucoup plus réunies là-bas. On a meilleure ambiance scolaire, on a des parents qui comprennent mieux l'éducation des enfants et donc s'investissent davantage. Mais je trouve que c'est quand même injuste parce que quand vous descendez dans les communes, on retrouve justement des personnes qui excellent. Et je me dis, si dans des conditions peu favorables, une personne arrive à quand même exceller, imaginez ce qu'elle pourrait faire si elle est dans de meilleures conditions. Et donc je me suis dit, c'est injuste de mettre des barrières ou de ne pas mettre en lumière ces personnes, ces filles qui s'investissent davantage dans ces conditions où pas de lumière, où elles sont beaucoup plus appelées aux travaux domestiques à la maison et tout, mais aussi au découragement. Et donc, dans ces conditions, il y en a qui insistent, qui persévèrent. Il faut donc leur reconnaître et les mettre en lumière. C'est comme ça qu'est venue vraiment l'idée d'aller prendre ces filles-là qui travaillent et de leur dire, quelqu'un vous voit, quelqu'un sait que ce que vous faites est excellent et vous méritez d'être à la lumière du jour. D'être à la lumière du jour, d'être célébré. Alors dites-nous, en termes d'objectifs, est-ce que vous avez quand même pu atteindre vos objectifs au cours de cette tournée?
Je viens de le dire, c'est la 2e édition et je suis très très fière. C'est une initiative qui me rend absolument fière quand je vois l'impact sur ces filles-là, mais aussi sur leurs parents. Vous savez, aller sélectionner 50 filles dans tous ces départements et l'objectif c'est quoi? Leur dire vous êtes valorisés, vous méritez de comprendre que vous êtes vraiment à féliciter, mais aussi leur ouvrir l'esprit. Pour moi, il n'y a pas meilleure façon d'ouvrir l'esprit que d'offrir des opportunités qui vous amènent à dire « Waouh, je peux faire quelque chose ». Et c'est vraiment ce qui se passe au niveau de la tournée de l'excellence où nous amenons les filles à rencontrer vraiment des figures féminines inspirantes, les ministres, les députés, des femmes entrepreneurs qui excellent parfaitement dans le domaine, mais aussi des jeunes filles qui sont dans d'autres secteurs. Et pour moi, c'est excellent. Ensuite, les amener à la découverte des institutions de la République, parce que je viens de vous le dire, l'objectif, c'est de faire d'elles des leaders de demain. Les leaders de demain, c'est celles qui s'engagent demain politiquement, c'est celles qui s'engagent sur le plan communautaire. Et donc, il faut s'intéresser à sa communauté, à la République, parce que l'éducation citoyenne, c'est quelque chose aussi qui en manque chez nous. Et on va donc à la découverte des institutions de la République, voir qu'est-ce qu'on apprend à l'école. On nous parle des institutions, mais dans le fond, de quoi il s'agit. Voilà, nous allons à cette découverte leur permettre de poser des questions et de nourrir leur ambition à travers cela. Et ensuite, leur permettre vraiment de découvrir la capitale. J'ai été émerveillée une fois quand on a appelé une des jeunes filles quelque part dans un village de Kalalé. On lui dit, tu as été sélectionnée pour la tournée de l'excellence. Elle dit, moi, qui me connais? Je connais personne. Non, elle n'y croit pas. Elle n'y croyait pas. Et pire, c'est, vous imaginez, il y a des gens qui n'ont jamais quitté leur village, qui ne connaissent même pas Parakou. On descend à Cotonou, elle dit, c'est le Bénin ici. Quand vous entendez ça, vous vous dites, waouh, j'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose parce que peut-être sans ça, cette personne n'aurait jamais eu cette opportunité-là. Donc oui, il faut lui ouvrir l'esprit, lui dire que si tu travailles demain, tu seras là. Ne pense pas que c'est inaccessible. Donc c'est vraiment des choses comme ça que nous faisons. Alors, spécialement pour cette édition, dites-nous comment ça s'est déroulé. Alors, nous avons eu à visiter par exemple l'Assemblée nationale, leur permettre de poser des questions. Nous avons visité des personnalités, comme je viens de le dire. On a identifié 2 femmes, notamment la ministre du Commerce, qui leur a raconté son histoire, comment elle est rentrée au pays, comment elle, une fille de Djougou, dans quelles conditions, pourquoi elle est rentrée. Vraiment, c'est des moments de témoignage où les filles écoutent l'histoire de ces personnes et elles se disent, mais attends, quand je la vois à la télé, en réalité, elle a une histoire comme moi, elle me ressemble. Et on a été visiter vraiment d'autres personnalités qui s'illustrent vraiment en ce qui concerne la jeunesse, les femmes, notamment le ministre d'État Blaise Biotchané. On a permis aux filles de rencontrer la ministre conseillère aux affaires sociales, qui aussi est une fille du Nord, qui a une histoire, qui est entrepreneur. Elle leur a expliqué quel est son parcours. On a parlé avec la ministre de la Communication, Madame Aurélie, qui aussi a une histoire, un parcours, qui lui a parlé de comment l'excellence peut vous ouvrir des portes. Et vraiment, je trouve que c'est merveilleux. Mais au-delà de ça, on fait aussi de la formation. On leur apprend à avoir quelques notions en compétences de vie, par exemple sur l'éducation sexuelle et d'autres thèmes vraiment qui les intéressent et qui permet de contribuer à faire d'elles vraiment d'autres femmes. Et ensuite, découvrir la ville, évidemment, aller s'amuser. Et tout ceci en combien de temps? Alors, en 5 jours, c'est vrai, c'est pas l'idéal parce que j'entends le cri de cœur des filles quand à la fin on a envie de faire bien d'autres choses, mais malheureusement ça demande de l'investissement, ça demande de l'accompagnement, mais à la limite des moyens que nous arrivons à mobiliser cette année, nous avons pu faire 5 jours et voilà. Et voilà. Et sur votre statut, hein, j'ai pu voir des témoignages de parents. Dites-nous très rapidement le témoignage qui vous a le plus marqué. Il y en a beaucoup. Témoignages d'abord des filles. Quand j'entends
Parce que je viens de le dire, c'est des moments aussi de partage d'expérience, de témoignage. Quand moi, je leur partage mon histoire pour leur dire à quel point j'ai dû me battre. Parce que il y a quelques années, j'ai dû renoncer à mon école, j'ai dû faire face à un mariage forcé, mais ça ne m'a pas empêché de construire la personne que je suis aujourd'hui. Pour moi, c'est leur transmettre vraiment pour dire la femme peut. Et quand j'entends les filles me dire, madame, vous êtes notre modèle, je me dis, super, j'ai atteint un objectif, j'ai pu toucher leur cœur parce que je continue de le dire. L'un des défis pour nous en Afrique, c'est d'offrir des modèles à nos filles, des modèles internes. On n'a pas souvent cette culture de dire aux gens, à l'interne, il y a des gens qui ont de l'expérience. Pourquoi chercher des modèles aux États-Unis ou ailleurs? On a des modèles chez nous. La première personne qui doit constituer notre modèle, c'est notre maman à la maison en tant que femme battante et ensuite d'autres femmes. Donc quand je les écoute dire ça, ou quand j'entends d'autres filles me dire... L'année passée, j'ai travaillé pour faire partie des meilleurs, mais à cause de 0,50 points, un garçon a pu dépasser de 0,50 points. C'est lui qui est le meilleur, alors qu'elle a tout donné et qu'elle a été démoralisée. Et qu'ensuite on l'appelle pour lui dire, vous êtes sélectionné pour une telle expérience. C'était des larmes aux yeux et vraiment c'est poignant pour moi. Et des parents aussi qui éduquent des fois toute seule, hein, une femme qui éduque toute seule son enfant, qui dit, madame, vraiment, vous avez contribué, ma fille est rentrée, elle me dit, je veux faire mieux que ça, demain je vais aller là-bas. Et finalement aussi, quand je les entends dire, madame, nous voudrions pouvoir bientôt investir dans votre projet, on veut pouvoir demain être quelque part, ne vous arrêtez surtout pas. D'autres me disent, madame, faites le plan national. Je dis, c'est pas l'ambition qui manque, mais c'est les moyens. C'est les moyens. Mais quand j'entends tout ça, c'est ça. Beaucoup de témoignages. Oui. Je pense que vous n'allez pas vous arrêter de sitôt si vous devez citer ces témoignages-là. Alors, dites-nous, quel est le message que vous avez à l'endroit de ces filles-là qui n'ont peut-être pas pu être sélectionnées? Eh bien, je leur dis simplement de travailler parce que c'est l'excellence qui vous permet de vous démarquer. Allez puiser au plus profond de vous-même et trouver quelque chose qui est caché et ensuite mettez cela en avant et d'autres vous verront. Ensuite, ce que je veux dire, c'est cette tournée, nous l'avons finie, c'est vrai, mais ce n'est pas terminé. L'ambition, c'est quoi? C'est de repartir dans toutes les écoles pour faire des projections de films de ce que nous avons vécu pour, encore une fois, créer le déclic chez d'autres filles. D'autres, celles de l'année passée, par exemple, une fois rentrées dans leur village, en ont parlé aux filles et psychologiquement, elles se disent, je me prépare l'année prochaine, je ferai partie. Donc, aller leur faire vivre également cela en images et tout, va davantage contribuer à les motiver, à se surpasser. Adiza Aruna, merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très heureuse de me retrouver en face de vos téléspectateurs et téléspectatrices. J'espère être là une autre fois. Merci à vous et on espère également vous recevoir dans d'autres émissions. Chers téléspectateurs, c'est fini. Nous allons prendre une pause dans le zapping avant de revenir sur ce plateau pour le panel de discussion avec nos deux journalistes qui sont déjà dans nos locaux. Épelle-moi le mot jardin. J-A-R-D-I-N. Le mot maîtresse. M-A-I accent chapeau T-R-E. Accent circonflexe. Accent circonflexe T-R-E-2-S-E. Quel est le nom du spécialiste des animaux domestiques? Quelle est la capitale économique du Bénin? Économique. Cotonou. Cotonou. Mono. D'accord. Cite-moi 4 verbes du deuxième groupe. 4 verbes. Deuxième groupe. Dormir. Vomir. Bondissant. Bondir. Vomir. Encore.
Tu fais quelle classe? CM2. Dans quelle école? Banikani 2. Qu'appelle ton carnivore? Un carnivore, c'est un animal qui vit dans la brousse. Un animal qui vit dans la brousse. D'accord. Tu connais l'hymne national? Oui. Quel est le second nom du l'hymne national? C'est l'Aube Nouvelle. Alors, qui a composé ça? C'est Albert Gilbert Dayon. Albert. Albert Gilbert Dayon. Alors, tu peux chanter l'hymne national? Oui. C'est possible? Oui. Enfant du Bénin debout, la liberté ton Christ nord, ressentez fieux, monsieur de l'Europe, et enfant du Bénin debout, la liberté ton enfant du Bénin debout, la liberté ton Christ nord, ressentez fieux, monsieur de l'Europe, et enfant du Bénin debout. La jadis à son appel, nos aïeux, sans. Épelle-moi le mot Nekima. Nekima s'appelle non, et accent aigu, K, et Neki, I, M, A. Le mot jardin. J, A, R, D, I, N. Quelle est la capitale économique du Bénin? C'est Porto-Novo. Et la capitale politique? C'est Cotonou. D'accord. Qu'appelle-t-on herbivore? Un herbivore est un animal. Un animal? Un animal. Un animal. Des animaux. Un animal. Est un animal qui vit dans Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre émission Nansuba Week. Le panel de discussion aujourd'hui avec deux journalistes de la cité des Kobourou. Bon, du Bénin, je vais dire, Ansem Orisha et Daniel Kouago, qui ils sont déjà dans nos locaux sur notre plateau de Nansuba Week pour décrypter un peu l'actualité. Le sujet aujourd'hui a fait Sodjinou, un échec pour le parti Les Démocrates ou un système de parrainage jugé trop exigeant. Alors, Ansem Orisha, bonjour. Bonjour Marcel Poti, bonjour Daniel Kouago. Daniel Kouago, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à Ansem. Bonjour à nos téléspectateurs qui me suivent. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes bien au courant de ce sujet-là, quand même, qui meuble l'actualité du Bénin depuis déjà quelques jours, je vais dire bientôt un mois. Cette affaire Sodjinou qui n'a pas n'a pas daigné parrainer son parti comme les autres l'ont fait, et ce qui a amené beaucoup de discussions et beaucoup d'eau au moulin des journalistes, des presses et également de la justice et tout ce qui va avec au Bénin. Aujourd'hui, on s'interroge sur tout ce qui se passe dans cette affaire. Est-ce que c'est un échec pour le parti Les Démocrates? Ansem Orisha. Merci Marcel Poti. Voilà, c'est un sujet, vous le rappelez tantôt, qui défraie la chronique depuis quelques semaines, on peut le dire ainsi. Hein. Alors, est-ce que c'est un échec pour le parti Les Démocrates? On peut le dire oui, on peut dire non, parce que pourquoi? Et quand on voit que c'est un membre de ce parti politique-là, un membre fondateur d'ailleurs, qui décide de ne pas parrainer, a été élu sous la bannière de ce parti politique-là, qui décide de ne pas accorder son parrainage au candidat choisi par le parti, on pourrait se demander qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché au sein de cette formation politique-là pour qu'on en arrive à cette situation. Un échec, oui, parce que on a l'impression qu'il n'y a pas une sorte de cohésion au sein de cette formation politique. Il y a une sorte, on peut dire que les ambitions ne sont pas totalement encadrées au sein de cette formation politique.
Parce que quand on est dans une formation, quand on est dans un parti politique, je pense que l'intérêt du groupe doit pouvoir primer sur l'intérêt personnel. Mais ce n'est pas ce qu'on a malheureusement constaté. Et voilà, et je pense que c'est là, moi, je pense que c'est un échec. Mais non, ce n'est pas un échec parce que depuis quelque temps, depuis que l'affaire agite l'opinion publique, vous n'êtes pas sans savoir que d'autres estiment que, voilà, c'est une sorte de manœuvre. On va y revenir, Hachem Orisha, on va y revenir tout à l'heure. On va prendre d'abord l'avis de Daniel Kouakou. Daniel Kouakou, dites-nous, que révèle cette affaire sur le fonctionnement du parti LD? Merci beaucoup. L'affaire Sodino qui défait la connue, comme l'a dit Anselme tantôt, on pourrait dire que c'est un échec pour le Parti des démocrates. Parce que si un élu du parti qui est censé parrainer le candidat du parti décide à quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers de ne pas donner sa fiche de parrainage au candidat, cela pose problème. Comme Anselme l'a répété tantôt, il n'y a pas une sorte de cohésion, de discipline au sein du Parti des démocrates. Et à voir les motifs énumérés par le député en question qui parle du régionalisme au sein du parti politique les démocrates, c'est vrai que dans les partis de la mouvance, il y en a également, parce que le chef arrive à gérer les frustrations qui sont au sein de ces différentes formations politiques. On ne devrait pas, en temps normal, assister à cette situation avec la réforme du système partisan. Si réellement le système avait encadré cela, on ne devrait pas assister à ce genre de situation. Si le système avait dit, comme le système l'a dit, parce que le système interprète à ma manière le parrainage à sa façon. Parce qu'on dit que le candidat est tenu de parrainer le candidat de son parti. Le duo de son parti. Le duo de son parti. Si bien qu'il a le droit, il a la liberté de parrainer ou pas le duo de son candidat. Mais il ne peut pas parrainer un duo qui n'est pas issu du parti politique. Mais il peut s'abstenir. Il peut s'abstenir. Mais je pense que cela pose problème. Est-ce que si nous voyons bien au sein des partis de la mouvance, je ne pense pas que tous les députés ou tous les maires savent. Est-ce que tous les maires, tous les députés sont réellement d'accord, savent que réellement la fiche de parrainage a été donnée à un tel candidat ou pas? On va revenir sur cette affaire. Ça passe plutôt du système de parrainage. Anselme Orisha, et ce problème au niveau du parti LD, à qui imputer les responsabilités premières? Je pense que les responsabilités sont partagées. Quand vous avez suivi quand même, bien évidemment, la sortie du parti politique qui n'a pas manqué d'étaler sur la place publique les situations, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Vous avez également suivi, en tout cas, par avoir interposé, en tout cas sur les réseaux sociaux, la sortie du député lui-même en question. Nous avons vu des vidéos circuler, même si cela reste encore à prouver, parce que jusque-là, nous n'avons pas véritablement connaissance de la position exacte du député jusqu'à l'heure où je vous parle. Je pense qu'il y a eu des informations qui ont fuité faisant état de ce que le député était présent lors de l'audience au niveau de la Cour constitutionnelle, mais d'autres ont encore démenti l'information. Cela pose encore un problème. En tout cas, je pense que la responsabilité est partagée aussi bien au niveau des responsables du parti que le député lui-même. D'abord, moi, je pense que beaucoup plus la responsabilité incombe aux députés. Pourquoi? Je m'explique. Parce que quand on dit que nous sommes dans une formation politique, on doit pouvoir observer ce qu'on appelle la discipline de groupe. La discipline de groupe, surtout que nous sommes dans nous avons dit que nous avons opéré une réforme du système partisan et que désormais, on a tendance à rendre les partis politiques plus forts. Et quand on sait que les individus n'ont plus quand même ce droit, ce privilège de pouvoir dicter les lois au sein des formations politiques, je pense qu'on devait quand même se rallier. Et quand on sait que la cause commune, c'est pouvoir conquérir le pouvoir politique, et quelles que soient les guéguerres, quels que soient les problèmes qui se posent au sein de votre parti politique,
je pense que ce n'est pas à cette étape-là qu'il faut les sortir et décider de ne pas accorder son parrainage, parce que vous savez pertinemment qu'en n'accordant pas votre parrainage, vous mettez en difficulté tout un groupe et pourquoi même tout un peuple, parce que là, ce sont les militants à la base qui vous ont quand même donné ce pouvoir-là, conféré le droit de pouvoir les représenter. Et donc, aujourd'hui, décider de ne pas accorder votre parrainage, c'est que vous mettez en difficulté tout un groupe, vous privez le peuple et ces militants qui vous ont fait confiance de leurs droits constitutionnels de pouvoir librement choisir un candidat lors des élections. Et donc, je pense que la responsabilité incombe beaucoup plus aux députés. Maintenant, j'en reviens au niveau des chefs de parti, notamment, je vais bien parler du président Boni Yayi, qui aujourd'hui est à la tête de cette formation politique. Nous avons suivi la sortie de députés qui a incriminé d'abord le chef de parti de pouvoir imposer une sorte de dictature au sein de cette formation politique, parce que estimant qu'il y a d'abord le régionalisme, il a estimé que le président unilatéralement décide de toutes les décisions, décide de tous les choix au sein de cette formation politique. C'est vrai, je pense que ça pose également un problème, parce que quand on dit que nous sommes démocrates, il faut pouvoir quand même respecter les bases, laisser les autres les principes de la démocratie à la base permettent aux militants de cette formation politique de pouvoir aussi s'exprimer voilà, valablement de leur opinion. Mais bon, je pense que ça, on en reviendra. Parce que la démocratie aussi, c'est la loi de la majorité. Et quand on observe aujourd'hui, il n'y a que lui seul, le député Sodino, qui décide de ne pas accorder son parrainage. Et pourquoi les 27 autres n'ont pas pris cette portion? Et je pense que déjà, on peut déjà voir qu'il y a une sorte de démocratie, parce que la majorité l'emporte déjà. Oui, la majorité l'emporte. De lui accorder à lui seul ce qu'il décide d'avoir. Merci Anselme Wicha. La majorité l'emporte certes, mais la loi, elle est due, comme l'a si bien souligné le porte-parole du gouvernement dans ses propos la dernière fois. On a constaté que très tôt, les responsables du Parti Les Démocrates sont montés au créneau et ont accusé le gouvernement de débauchage. Est-ce que c'est une bonne démarche? Daniel Kouagou. Jusqu'à nouvel ordre, nous n'avons pas les preuves que le député a été débauché par la mouvance. On ne peut pas affirmer tout de suite que depuis il a été. C'est une manœuvre du régime en place. On ne peut pas l'affirmer. Je pense que, comme Anselme l'a dit, le problème se pose principalement chez le député en question. Même si il n'est pas d'accord, et cela, je sais que il y a également ce problème-là au sein de la majorité présidentielle. Je ne suis pas sûr que tous les militants ou tous les parrains de la mouvance sont d'accord du choix de Wadayi. Mais parce que la majorité est d'accord, tous les autres sont obligés d'observer la discipline du groupe. De rentrer dans les rangs. De rentrer dans les rangs. Et le député Solinou devrait également l'observer. Même s'il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui prouve que si c'était le candidat qu'il veut, Éric Ndete qui était décidé, qu'est-ce qui prouve que tous les autres allaient être d'accord? Mais on a constaté qu'au-delà de toutes les malcompréhensions qu'il y a au sein du parti politique, la majorité a décidé du choix qui a été. J'aurais appris qu'ils ont passé au vote lors du Conseil national de parti et que la majorité a voulu désigner Louis Bodjo et son policier pour porter les couleurs du parti à l'élection présidentielle. Le député en question devait également l'observer. Au-delà des intérêts personnels ou des ambitions personnelles, il devait observer le groupe. Parce qu'à l'étape actuelle, on n'est pas véritablement sûr si le parti pourra aller aux élections ou pas. Et à cause d'une seule personne recalée, le parti a une importante compétition électorale comme celle de la présidentielle. Ça n'est pas du tout bien. Je pense que la loi devrait recadrer, revoir cela pour que le député soit obligé de parrainer le duo de son candidat. Et je pense que c'est ce que je disais tantôt. On peut relever quelques failles du code électoral qui n'oblige pas forcément
le parrain a parrainé le candidat de son parti. Si la loi disait que le parrain du parti doit obligatoirement parrainer le dieu de son parti, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. C'est une faille qu'il faut revoir dans le Est-ce que vous ne pensez pas que le problème est plus profond que cela? Le problème est plus profond, je ne pense pas, parce que vous savez, en instituant, en mettant au niveau de cette disposition du code électoral que vous ne pouvez parrainer que le choix opéré par votre parti politique, je pense que c'était dans l'optique de pouvoir encadrer le parrainage. Mais ça peut-être le législateur a perdu certainement de vue cette portion-là, que la liberté était donc accordée au parrain de ne pas parrainer ou de décider de parrainer ou pas. Donc, c'est vrai, on pourrait peut-être me dire qu'en démocratie, et de faire ça de cette façon, c'est de priver les députés de leurs droits. Mais vous savez, quand on se réfère à l'histoire, en 2021, nous avons assisté à une affaire similaire avec les députés Afo Diobo, alias Soui. Vous savez, il a dénoncé le fait que son parrainage aurait été attribué à un candidat dont il n'avait pas la connaissance. Oui. Et donc, nous avons assisté là à un procès, à une audience au niveau de la Cour constitutionnelle, saisie par la candidate du Parti Les Démocrates d'alors, Ricky Amadougou, et qui a demandé à la Cour constitutionnelle de constater que les députés n'ont pas la liberté de pouvoir parrainer le candidat qu'ils décident de parrainer. Et donc, la Cour constitutionnelle a estimé que dès lors que vous accordez votre parrainage, vous donnez votre parrainage à votre formation politique, vous n'avez plus le droit de retirer ce parrainage-là. Et donc, la Cour a donc débouté Ricky Amadougou et débouté également les députés qui souhaiteraient peut-être parrainer un autre candidat. Je pense que c'est depuis lors que les députés ont donc pensé que si on laissait la main, peut-être que aujourd'hui, vous n'êtes pas, on ne sait pas, peut-être qu'au niveau de la mouvance, il y a des députés qui souhaiteraient peut-être parrainer un candidat de l'opposition, pourquoi pas. Et donc, le fait déjà de mettre au niveau de cette disposition du code électoral, de dire que vous ne pouvez parrainer que le candidat choisi par votre formation politique, c'était bien évidemment en référant à cette histoire-là qui laissait la main libre aux députés de pouvoir parrainer qui décidait de parrainer. Donc, moi, quand j'ai suivi le porte-parole qui dit qu'on a sécurisé le parrainage, je pense que ça n'a pas été, c'était fait de façon, en tout cas exprès pour moi, pour ne pas permettre aux députés de la mouvance de pouvoir parrainer un candidat de l'opposition. Et donc, c'est vrai qu'on me dira qu'aujourd'hui, il y a un accord de gouvernance, il y a un accord de coalition, que les partis pourraient quand même signer et s'entendre. Mais moi, je vois très mal qu'un parti de l'opposition puisse aller quand même négocier le parrainage. Si c'était fait, en tout cas, entre députés, on aurait pu comprendre. Mais entre formations politiques, il y aura forcément des compromis, il y aura forcément en tout cas un contrat qui pourrait quand même naître entre les formations politiques. Alors si je t'accorde mon parrainage, ça voudra dire quoi? Si c'est qu'il faut aller faire un accord de gouvernance ou un accord de coalition parlementaire avec la formation politique avant de pouvoir avoir ces parrainages des élus, cela voudra dire que le parrainage en question n'est pas principalement pour les députés. Ça voudra dire que le parrainage revient d'office aux partis politiques. Mais là, qu'un député décide de ne pas parrainer, il y a une contradiction. Et je pense que la loi devait quand même pouvoir régler cette situation. C'est cette situation. Alors, le système de parrainage est souvent critiqué, et vous le critiquez d'ailleurs. Pensez-vous qu'il garantit vraiment le processus démocratique et équitable? Daniel Kouagou. C'est vrai, aucune loi n'est parfaite. Et la loi se corrige au fil du temps, avec l'expérience. Je pense que nous avons eu la première expérience en 2021. On a vu des failles. Encore en 2026, nous sommes en train de constater aussi des failles. Donc cela revient aux législateurs, aux députés de revoir, de corriger ce qui est sujet de critique ou de malcompréhension au sein de la classe politique. Et en le faisant, je pense que cela va permettre à notre paysage politique de fonctionner bien. Parce qu'entre-temps, on en avait des candidats qui venaient de nulle part, qu'on ne connaissait pas
qu'on ne connaissait de nulle part, qui étaient candidats, cela ne donnait pas la crédibilité au scrutin en question. Parce que n'importe qui ne peut pas se porter candidat. N'importe qui ne peut pas se porter candidat. Et si on décide que ce soir, un candidat reconnu par la classe politique, on devrait revoir les dispositions ou les articles qui causent problème. Et je pense que au-delà de l'affaire de parrainage, il y a toujours un problème qui se pose avec ce système partisan. Vous voyez, on dit que le candidat qui est choisi par un parti politique doit être militant ou membre de ce parti politique. Est-ce que nous l'avons constaté où le candidat de la mouvance, il n'est ni BR ni IPR. Même le président Patrice Talon, lui-même qui a été réélu en 2021, lui qui a expérimenté pour la première fois le système de parrainage, il n'était membre ni de IP ni de BR. Donc, à quoi servira cette loi si on oblige des gens à militer au sein des partis politiques avant d'être candidats et au même moment, on a des candidats qui sont issus de la mouvance, qui ne sont membres d'aucun parti politique de la mouvance et qui se portent candidats pour dire, bon voilà, je pense qu'il y a un véritable problème, qu'il faut revoir pour ne pas donner l'opportunité à l'opinion publique de dire que cette loi a été taillée sur mesure pour permettre au système en place de continuer par fonctionner. Merci beaucoup Daniel Kouago pour ces apports. Et vous, à votre niveau, en 2 mots, qu'est-ce que vous en pensez avant une dernière question? Je pense que justement le système de parrainage vient un peu mettre en difficulté le processus démocratique et vient mettre en mal, en tout cas, le droit des citoyens de pouvoir véritablement être candidat. Parce que vous avez observé avec moi que malgré la loi qui dit désormais qu'il faut forcément être, en tout cas, un acteur politique reconnu et être membre d'un parti politique. Parce que en amenant cette réforme du système partisan, on a constaté ce qui, les initiateurs, les auteurs ont estimé que par le passé, nous avons enregistré des candidatures fantaisistes. En tout cas, ce sont eux qui l'ont, je prête les mots, nous avons connu des candidatures fantaisistes. Et ce qui voudra dire que désormais, il faut être militant d'une formation politique avant de pouvoir avoir cette ambition de gouverner. La preuve, vous avez vu, lors du dépôt des dossiers, nous avons connu des candidatures indépendantes. Ce qui voudra dire qu'il y a une sorte de privation des libertés des citoyens de pouvoir, en tout cas, qui ont l'ambition de briguer la magistrature suprême, de ne pas, en tout cas, d'être vus, violés par leurs droits. Et donc, c'est dit qu'on devait quand même corriger ce système de parrainage. Dans d'autres pays, nous avons l'expérience, nous avons l'exemple palpable, les citoyens sont à même de parrainer les candidats. Pourquoi pas ne pas faire cette option-là? Parce que du moment on accorde simplement le droit aux élus, qui sont les maires et les députés, de pouvoir parrainer, et on restreint même de telle sorte que ces candidats, ces élus-là ne peuvent parrainer que ceux, en tout cas le candidat choisi par les formations politiques. Il y a déjà une sorte de restriction de liberté, de droit, de violation des droits politiques des citoyens. Et vous n'êtes pas sans savoir avec moi que lorsque les droits politiques sont violés, cela amène les citoyens, les militants, à une sorte de violence. Et donc, on doit pouvoir les éviter. Vous avez constaté avec moi que depuis 2019, avec les lois que nous avons connues, il y a, en tout cas, toutes les élections que nous avons connues sous le régime de la rupture, il y a forcément des violences d'une manière ou d'une autre. Merci Ansem Owisha pour ces apports. Et une toute dernière question pour vous deux. On a constaté qu'après le recours des démocrates, on peut quand même invalider la décision du juge du tribunal de Cotonou. La Cour s'est déclarée incompétente et tout juste après, le président du parti Les Démocrates est allé pour une visite ou bien pour une rencontre de son jeune frère Patrice Talon au palais. Et tout juste après, il a convoqué, selon les informations, il a convoqué les vice-présidents du parti pour une réunion. Qu'est-ce qu'on pourrait espérer de cette réunion-là? Je pense que
il y a encore espoir que le Parti démocrate participe à l'élection présidentielle. Selon les informations que nous avons jusqu'à présent, c'est qu'il y a, après, à l'issue de la rencontre des présidents Yahya Talon, quelques compromis, quelques propositions ont été faites pour permettre au Parti démocrate de participer à l'élection présidentielle, notamment soit de revoir le duo Renaud Agbodio pour trouver un duo consensuel. Je souligne qu'on parle sous réserve. Sous réserve, justement. Ce n'est pas encore officiel. Voilà ça. Ce ne sont pas encore les informations officielles, mais selon les informations que nous avons eues, si cela se confirmait. Ou soit de signer des accords de gouvernance avec les partis de la mouvance, avec peut-être FCB, BR et autres, pour pouvoir, au cas où le FCB, député... c'est un parti de l'opposition. Bon, on pourrait en faire le débat après. Donc, pour permettre aux partis, les démocrates, d'avoir le nombre de parlements requis si le candidat et si le député Michel ne revenait pas pour remettre sans fiche de parrainage. Je pense qu'il y a toujours ce problème de système partisan. Moi, je ne suis pas d'accord qu'un parti de la mouvance puisse signer des accords de gouvernance ou parlementaire avec un parti de l'opposition. Ça n'a aucun sens selon moi. Ça n'a aucun sens. Si les idéologies ne sont pas les mêmes, je ne vois aucun intérêt, aucune logique qu'il y ait un accord de gouvernance entre deux partis qui ne partagent pas les mêmes ambitions. En tout cas, l'essentiel, les jours à venir ou les jours à venir, nous édifions davantage. Pour que nous puissions réellement voir les faits et les analyser. Je pense que vous savez, à l'issue de ce vote du code électoral, nous avons connu des voix qui se sont levées pour demander à ce qu'on puisse réviser. Je pense qu'on devait voir le mal venir. Moi, je trouve très mal, justement, je vais aussi dans le sens de mon co-débatteur. Vous savez, en 2023, c'était la même chose. On a estimé que, oui, je viens, on a estimé qu'il faut enlever certaines têtes de la liste du Parti Les Démocrates pour participer aux élections. Et c'est ça, on est en train de pouvoir aussi constater cette fois-ci à l'issue de cette rencontre. D'abord, je salue déjà le sens de dialogue, d'esprit, d'ouverture des deux présidents et de pouvoir quand même dialoguer et trouver une solution pour que le pire ne survienne. Mais écoutez, selon les indiscrétions bien sûr, il y aurait certainement des propositions pour que nous puissions assister au changement de duo. Pourquoi est-ce que vous et moi, nous avons une équipe de football et que moi j'ai décidé quand même... Ça c'est les indiscrétions. Bien sûr, ce sont des indiscrétions qui pourraient peut-être, vous savez, dans notre pays, les rumeurs finissent par devenir réalité. Et attendez-vous, peut-être dans les jours à venir, que nous puissions avoir peut-être accord mais je ne trouve pas que ce soit faisable. Peut-être le changement de duo, d'accord. Mais écoutez, les démocrates ont tout le temps critiqué le fait que FCB puisse signer un accord de coalition et un accord de gouvernance avec les partis de la mouvance. Et que ce parti-là en vienne aujourd'hui à signer, vous voyez ce que ça voudra dire. Le peuple ne va même plus croire à cette formation politique. Et je pense que si les responsables de ce parti voudraient quand même rester dans leur logique, on ne pourrait pas assister à ça. Même aller au niveau de la formation politique des FCB, ça poserait également problème parce que tout le temps, ces responsables ont critiqué FCB de ne pas être un parti de l'opposition. Donc je vois très mal que cette option puisse marcher, même si, en tout cas, ça reste comme indiscrétion. Et le choix de duo également, imposer, peut-être en arriver à faire le changement de duo, ça voudra dire que le jeu est déjà un peu d'avance. Parce que les gens, les cadres de la mouvance présidentielle, en tout cas le président Patrice Talon, qui aurait proposé cette formule-là pour qu'on en vienne à changer de duo, pourra aller dire le choix du duo qu'il faut opérer dans les jours à venir. On n'en sait rien, Ensemble Richard. On n'en sait rien pour le moment. Le candidat de la mouvance va sans doute battre le choix qui se fera. Parce que là, on sait déjà que le choix qui se fera ne pourra pas être à la hauteur, en tout cas, de la mouvance, du candidat de la mouvance présidentielle pour pouvoir battre ce candidat-là. Merci beaucoup, Ensemble Richard. Nous allons continuer les débats dans les coulisses. Pour le moment, nous sommes pressés par le temps et c'est fini déjà pour ce panel de discussion. Vous avez écouté, le Parti des démocrates pourra-t-il participer encore aux élections présidentielles de 2026 dans les jours à venir?
on saura quelle est la formule qu'on pourra mettre en place pour quand même leur permettre de participer à cette élection. Au cas contraire, on aura, comme la Sénat l'a si bien annoncé, les deux candidatures provisoires, c'est-à-dire Wadaï et Paul Hunkwe, qui ne prendront pas, bien sûr, à ces élections présidentielles de 2026. Et pour ce qui est du nôtre, on a fini cette émission aujourd'hui. Nassouba Week, c'est fini. On va se retrouver pour le samedi prochain et un nouveau numéro de Nassouba Week. D'ici là, chers amis internautes, portez-vous bien et bon appétit chez vous.